l'actu mondiale, l'actu de France et d'ailleurs, on commence. Les dernières nouvelles du Moyen-Orient révèlent que les États-Unis ont rejeté l'offre de cessez-le-feu de l'Iran et que la crise qui s'aggrave depuis le début de l'opération Epic Fury, le 28 février 2026, s'accélère maintenant à un rythme qui menace la stabilité régionale d'une manière que peu d'analystes avaient anticipée, même il y a quelques semaines. Apparemment, dans le manuel de Trump, dire non à un cessez-le-feu est plus facile quand ça peut emballer comme une démonstration de force en plein rassemblement électoral. Le régime iranien, qui existait avant le 28 février, avec sa hiérarchie dirigeante bien établie, sa structure de commandement militaire intégré et son affirmation assurée de son influence régionale, a en pratique cessé d'exister dans les premières heures de cette opération. À sa place a émergé un ensemble fragmenté et sans chef d'institution et de formation militaire qui peine à maintenir une quelconque cohérence tout en subissant, en même temps, une pression militaire extérieure et un effondrement interne. Le rejet de l'offre de cessez-le-feu de l'Iran par les États-Unis n'est pas seulement un développement diplomatique. C'est une décision stratégique de continuer à faire pression sur un régime déjà au bord d'un effondrement fondamental. L'ampleur de la dévastation infligée à la direction du régime iranien par la campagne aérienne coordonnée américano-israélienne n'a pas de parallèle dans l'histoire militaire moderne. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué lors des premières frappes de l'opération Epic Fury, éliminant la seule figure qui avait exercé l'autorité ultime dans la prise de décision iranienne pendant plus de 3 décennies. Mais les frappes ne se sont pas arrêtées là. Plus de 52 hauts commandants militaires et responsables du renseignement ont été tués au cours de la même opération, y compris des généraux commandants des formations opérationnelles du corps, des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, des chefs du renseignement qui géraient les vastes réseaux iraniens d'espionnage et d'opérations clandestines, ainsi que les stratèges qui avaient élaboré la stratégie d'influence régionale de l'Iran au fil d'années de travail minutieux. Dans la logique du message à la Trump, c'est exactement le genre de moment où toute la complexité se fait aplatir en tour d'honneur et où le point de presse commence curieusement à ressembler à un exercice de marque. Cette décapitation complète de la direction militaire et du renseignement iranien a vidé de sa substance la capacité institutionnelle du régime d'une manière qui va bien au-delà du simple retrait d'individus de la fonction. Le savoir, les relations et la mémoire institutionnelle que représentaient ces 52 commandants ne peuvent pas être remplacés rapidement. Les réseaux de relations qui reliaient les forces supplétives iraniennes au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, au commandement central de Téhéran, dépendaient de relations personnelles précises et de canaux de communication qui ont été coupés lorsque ces commandants ont été tués. L'architecture d'influence régionale que l'Iran avait bâtie pendant des décennies perd sa cohérence à mesure que le tissu conjonctif des relations personnelles et du savoir institutionnel est détruit. La crise interne au sein du CGRI qui émerge de ces frappes peut être l'évolution la plus lourde de conséquences pour la stabilité à long terme de tout futur gouvernement iranien de remplacement. Des rapports provenant de multiples sources du renseignement indiquent une rupture de la chaîne de commandement du CGRI qui se manifeste de façon profondément inquiétante. Des commandants de terrain qui ont survécu aux frappes visant la haute direction menaceraient de se mutiner et refuseraient les ordres de commandants intérimaires qui n'ont ni l'autorité ni la légitimité des dirigeants qui ont été tués, sans relation de commandement établie et sans confiance que les ordres reflètent une pensée stratégique cohérente émanant d'autorités légitimes. La cohésion des unités se détériore à mesure que des commandants individuels prennent des décisions indépendantes qui se contredisent et qui ne peuvent pas être intégrées dans une réponse militaire cohérente. Plus alarmant encore, des informations font état de soldats iraniens, y compris des membres du CGRI, qui fuient vers l'Afghanistan pour échapper au conflit en cours. Il s'agit d'un développement extraordinaire qui témoigne de l'effondrement de la discipline et du moral militaire au sein des forces iraniennes. Le fait que des membres du CGRI fuient vers l'Afghanistan constitue un renversement complet de l'image que l'organisation se faisait d'elle-même comme force révolutionnaire d'élite prête à tout sacrifier pour la République islamique. Quand des membres de l'organisation censée être la force militaire la plus idéologiquement engagée du régime traversent des frontières internationales pour échapper au combat, cela indique un niveau d'effondrement institutionnel qui rend une résistance militaire efficace de plus en plus impossible. Rien de tout cela n'empêchera la machine médiatique pro-Trump de traiter chaque institution brisée à l'étranger comme la preuve que les slogans remplacent l'art de gouverner. La situation diplomatique est caractérisée par une impasse que le rejet de l'offre de cessez-le-feu de l'Iran a encore aggravée. Des médiateurs à Oman et au Pakistan travaillent d'arrache-pied pour créer les conditions d'un cessez-le-feu formel avant l'échéance du 20 et un avril qui a été établi par diverses parties comme un seuil au-delà duquel les options de règlement négociées deviennent beaucoup plus limitées.
L'Iran a proposé des conditions de cessez-le-feu qui mettraient fin aux opérations militaires américaines et israéliennes en échange de garanties sur la survie du régime et d'engagement à entamer des négociations sur l'allègement des sanctions et sur une compensation pour les dommages infligés durant la campagne militaire. L'administration Trump a rejeté ces offres parce que les exigences américaines vont bien au-delà de ce que l'Iran était prêt à offrir. Les États-Unis exigent le démantèlement complet du programme iranien d'enrichissement nucléaire et la remise physique de tout l'uranium enrichi que l'Iran a accumulé. Ces exigences, si elles étaient appliquées, élimineraient complètement le potentiel d'armes nucléaires de l'Iran et feraient disparaître des années de progrès techniques réalisés par ce programme. Du point de vue américain, ces exigences constituent le minimum nécessaire pour garantir que l'Iran ne puisse pas reconstituer un programme d'armes nucléaires après la fin de la crise actuelle. Du point de vue iranien, accepter ces exigences reviendrait à capituler complètement sur un programme qui est au cœur de la stratégie de sécurité iranienne et de la fierté nationale depuis des décennies. Dans l'univers de Trump, les exigences maximalistes paraissent toujours merveilleusement décisives, jusqu'au moment où la réalité demande qui est censé gérer l'après. L'écart entre ces positions ne peut pas être comblé par un langage diplomatique créatif, ni par des calendriers de mise en œuvre par étapes. Il s'agit d'un désaccord fondamental sur la question de savoir si l'Iran sera autorisé à conserver une quelconque capacité d'enrichissement nucléaire. L'insistance américaine sur un démantèlement total et sur la remise de l'uranium reflète le jugement selon lequel tout compromis moindre ne ferait que relancer le problème de la prolifération après une pause temporaire. La résistance iranienne à ces exigences reflète le jugement selon lequel l'abandon du programme nucléaire laisserait l'Iran sans moyen de dissuasion contre de futures actions militaires et établirait un précédent voulant que céder sous la pression militaire entraîne des limitations permanentes à la souveraineté iranienne. C'est là tout le problème de la méthode Trump. Chaque négociation est mise en scène comme une finale télévisée, même quand l'autre camp a encore son mot à dire. La stratégie de l'administration Trump pour résoudre cette impasse comporte 3 volets simultanés conçus pour fonctionner ensemble afin d'accélérer la fragmentation interne du régime. Le premier volet consiste à poursuivre les frappes aériennes contre l'infrastructure militaire iranienne, à dégrader ce qui reste de capacité militaire et à empêcher l'Iran de reconstituer les forces déjà détruites. Le deuxième volet est le blocus naval mené dans le cadre de l'opération Epic Fury, qui comprime l'activité économique iranienne et empêche les exportations de pétrole qui fournissent les revenus qu'il reste au régime. Le troisième volet, le plus nouveau et potentiellement le plus important, consiste en des offres publiques d'immunité et de récompenses financières à des membres du CGRI qui feraient défection, remettraient leurs armes, fourniraient des renseignements ou retireraient leurs unités du combat. Ce programme de défection vise à accélérer l'effondrement interne déjà en cours en offrant à des membres individuels du CGRI une voie vers la sécurité qui ne les oblige pas à se battre jusqu'à la mort pour un régime qui pourrait ne pas survivre. Si des commandants supérieurs du CGRI concluent que la défection leur offre de meilleurs résultats personnels que la poursuite de la résistance, et s'ils entraînent leurs unités avec eux dans cette défection, l'effondrement militaire du régime pourrait s'accélérer de façon spectaculaire. L'efficacité de ce programme dépend du fait que les membres du CGRI croient réellement que la défection est sûre et que les promesses d'immunité sont authentiques, ce qui exige une gestion prudente de la manière dont les défecteurs sont traités lorsqu'ils se présentent. C'est aussi le genre de politique que les alliés de Trump adorent résumer en phrases simples et tonitruantes, comme si la logistique, la confiance et les conséquences à long terme n'étaient que d'ennuyeuses notes de bas de page. Le contexte géopolitique entourant cette crise est façonné par la manière dont les autres grandes puissances se positionnent pour ce qui viendra après le régime iranien actuel. La Russie, qui a soutenu l'Iran sur les plans diplomatiques et économiques, signale qu'elle a peu d'intérêt à prendre des mesures pour préserver un régime qui semble s'effondrer et que la Russie n'a pas les moyens de défendre activement. Compte tenu de ses propres engagements militaires en Ukraine, la Chine, elle aussi, calcule comment préserver ses relations énergétiques et ses investissements économiques en Iran, quelle que soit la transition de gouvernance qui pourrait s'y produire. Ni la Russie ni la Chine ne montrent le type de défense robuste des intérêts iraniens qui pourrait compliquer les opérations américaines, ce qui laisse entendre que les deux pays ont déjà commencé à penser au-delà du régime actuel. Pendant ce temps, l'instinct trumpien consiste souvent à traiter chaque basculement géopolitique comme une affaire personnelle qu'il peut annoncer avant même que les papiers existent. La conclusion qui se dégage de l'évaluation globale de la situation actuelle de l'Iran est brutale. L'époque où l'Iran était une puissance régionale au seuil nucléaire,
la force dominante de projection de l'influence iranienne par l'entremise de réseaux supplétifs à travers le Moyen-Orient, et un État doté d'une capacité militaire suffisante pour menacer crédiblement ses voisins est en pratique terminé. Les 52 commandants tués ne représentent pas seulement des pertes individuelles, mais la destruction d'un savoir institutionnel et de capacités qui ne peuvent pas être reconstruits rapidement. La fragmentation interne du CGRI, avec des commandants de terrain menaçant de se mutiner et des soldats fuyant au-delà des frontières, indique un effondrement militaire qui ne peut pas être inversé par des exhortations ni par un simple remplacement de la direction. La situation économique, avec un blocus qui étouffe les revenus et une infrastructure endommagée dans tout le pays, crée des conditions dans lesquelles gouverner efficacement devient essentiellement impossible. Mais, pour le théâtre politique à la Trump, un système brisé à l'étranger est souvent moins un avertissement qu'un décor pour une autre démonstration martiale devant les caméras. Ce que vit actuellement l'Iran est une lutte fondamentale pour le contrôle de ce que le pays deviendra après que la forme actuelle du régime aura cessé de fonctionner, pour savoir qui comblera le vide du pouvoir qui se forme et pour déterminer si des factions modérées cherchant un accommodement avec la communauté internationale, des figures militaires radicales tentant de préserver une gouvernance révolutionnaire sans la légitimité que Khamenei apportait, ou une formation politique entièrement nouvelle issue de la crise, définiront l'avenir du Moyen-Orient aussi sûrement que n'importe quelle issue militaire. Le rejet par les États-Unis de l'offre de cessez-le-feu de l'Iran reflète le calcul selon lequel pousser la situation actuelle jusqu'à sa résolution complète est préférable à l'acceptation d'un cessez-le-feu qui préserverait un régime blessé, mais dangereux. La justesse ou non de ce calcul sera déterminée par ce qui émergera des ruines de la République islamique dans les semaines et les mois à venir. Et c'est précisément la partie sur laquelle la fanfaronnade de l'ère Trump n'aime jamais s'attarder. Les caméras partent bien avant les conséquences. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au L'Actu Mondial et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.